Cosa Vostra. On a cette volonté de couvrir l'international, donc d'aller vraiment sur les thématiques les plus importantes qui vont concerner les personnes qui habitent dans cette région. On va aller sur des terrains qui sont occupés évidemment par tous les grands médias et le traiter depuis ici avec les journalistes spécialisés sur ces domaines. Et en même temps, évidemment, on doit être ancré dans une région. On s'adresse à des gens qui vivent ici. Forcément, on traite aussi de sujets qui sont parfois locaux, mais qui doivent aussi avoir une résonance, au moins au niveau de la Suisse romande. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis aujourd'hui à Genève, dans les bureaux du Temps, où j'ai été convié pour enregistrer des podcasts pour fêter les 25 ans du titre. Alors le titre existe depuis un peu plus longtemps, mais on va apprendre tout ça, découvrir un peu, et j'ai le plaisir donc de m'entretenir aujourd'hui avec Madeleine van Holzen, qui est la rédactrice en chef de ce quotidien de la Suisse romande. Bonjour. Bonjour. Et merci Madeleine. d'être ici à Genève. Et merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler, de mettre en avant le temps, de voir un peu ce qui se passe chez nos voisins. C'est la première incartade de Mediarama en dehors de France, donc un génial. Autre média. C'est un honneur, merci. Donc c'est un vrai plaisir, surtout que c'est donc une belle occasion, les 25 ans. Et puis au-delà de ces 25 ans, il y a une histoire un peu particulière. Le Temps a changé fondamentalement il y a 2 ans. Ça a été racheté par une fondation. On en a parlé avec Tibert Adler, qui est le directeur général, qui nous a bien expliqué un peu ça. Et donc, toi, rédactrice en chef, tu as rejoint le projet 1er janvier 2021. Tu es Absolument. Nommée rédactrice en chef. Avant qu'on plonge un petit peu dans la rédaction du Temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Tu connaissais le Temps avant, j'imagine? Oui, bien sûr, absolument, volontiers. En quelques mots, donc j'ai commencé comme journaliste économique au Journal de Genève, et il se trouve que le Journal de Genève est Gazette de Lausanne, et un des 2 titres parents du Temps, puisque le Temps est né d'une fusion entre Journal de Genève, Gazette de Lausanne d'un côté et le Nouveau Quotidien de l'autre. Et donc voilà, je reviens un petit peu aux origines, et avec un immense plaisir, puisque ce titre est magnifique et que c'est une chance de recevoir en héritage c'est tout ce travail et toute cette qualité développée pendant 25 ans sur la base justement de titres qui sont centenaires en plus fait. que centenaires, Exact. C'est ça, hein, je voilà. crois que ça, j'ai plus au XVIIIe siècle pour Gazette de Lausanne et Journal de Genève. Donc oui, une histoire que l'on reçoit et sur laquelle on construit en fait la suite. Ce serait intéressant, alors c'est une petite anecdote, mais tu sais pas la combienième rédactrice en chef ou rédacteur en chef de l'histoire un peu de ces titres-là. Et tu sais, ça fait un peu comme les mères, ça doit faire... Ouais. C'est un lourd héritage. Je devrais savoir. Je n'ai pas l'information. Vraiment cette information. Mais par contre, je sais que j'ai la chance d'être la première de cette nouvelle époque dans l'ère de la Fondation Arentinis qui a racheté ce titre et qui lui donne de belles perspectives et qui nous donne la possibilité justement de développer ce que les journalistes ont fait pendant 25 ans et de le porter dans le prochain siècle. Et dans le temps, sans mauvais jeu de mots. Alors avant justement que tu nous parles un petit peu de la rédaction, de la carte d'identité. Alors, on a fait avec Tibert la carte d'identité un peu plus business, abonnement, etc., chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a une carte d'identité de la rédaction? Vous êtes combien dans la rédaction? Est-ce que par rapport à avant, je crois que c'est assez stable par rapport à l'époque pré-fondation?
Alors, on a engagé des personnes, une douzaine de postes ont été créés. Ça, c'était aussi cette grande chance de pouvoir le faire grâce à cette fondation. Effectivement, aujourd'hui, 90, j'allais dire 90, mais 90 ça journalistes, membres de la rédaction, et dont une partie sont des gens qui travaillent à la production. Donc, il y a aussi les correcteurs, il y a les graphistes, il y a les personnes qui travaillent à l'édition qui sont extrêmement importantes pour assurer la qualité de tous les contenus sur les différentes plateformes. Donc, en termes de journalistes qui, on va dire, produisent, qui écrivent, c'est 75, 75 pour couvrir toutes les thématiques que l'on propose, à savoir celle d'un média généraliste. Ouais, et donc généraliste, justement, un peu dans cette carte d'identité, vous avez quand même des rubriques plus fortes. Le temps, comment vous positionnez le temps en termes de rubriques? Donc, j'ai bien compris généraliste, oui. Et un peu de tout. Et on parlera peut-être du côté local, national un peu plus tard, mais est-ce qu'il y a des rubriques sur lesquelles le temps est particulièrement fort? Oui, alors on peut mentionner, disons, les fondamentaux, les piliers. C'est vraiment la rubrique Monde, donc l'actualité internationale, la rubrique Suisse, donc pareil, géopolitique, politique, ouais. Et puis l'économie, qui est aussi forte autant et qui est importante. Il y a un lectorat important pour cette matière. Et la culture, je mentionne la culture aussi, puisque la Suisse romande est un lieu qui a une richesse culturelle extrêmement importante, une offre, disons, de culture dans tous les domaines qui est vraiment remarquable. Et donc le temps est aussi l'image de cette existence culturelle importante, notamment le week-end. On a un cahier important le week-end. Spécial culture, toutes voilà. Les sorties culturelles, exactement. Mais bien sûr, toutes les rubriques sont importantes. On a aussi des journalistes sportifs qui ont un traitement très spécifique, très particulier, excellent, d'ailleurs, sur des matières qui intéressent aussi la France. On le voit dans les audiences sur certains sujets. On a un traitement très, très particulier. La science aussi, la société, bien sûr, et les opinions. Voilà, donc on reste un média généraliste, c'est très important. Et alors justement un peu l'actualité, donc j'ai écouté une de tes interviews sur Radio Lac il y a 2 ans, donc c'était un peu au moment pas du relancement, mais en tout cas je sais pas si vous dites un relancement d'ailleurs, nouveau projet en interne, est-ce que c'est un acte un peu fondateur quand même? Alors oui, on a changé beaucoup de choses, donc je pense qu'on peut le dire, puisque à peu près tout a été changé. D'ailleurs, la rédaction était basée à Lausanne, elle est revenue à Genève, le titre était né à Genève, était parti à Lausanne, il y a eu des changements de propriétaires, et donc c'était aussi là un retour aux sources. Un symbole aussi de retour là où avait été créé le temps à Genève. Et donc dans cette interview, tu déclarais que vouloir faire de l'actualité une des priorités. Pourquoi c'était plus le cas et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que l'actualité devienne une priorité? Alors en effet, c'était un élément très important des changements et de la stratégie éditoriale et qu'on continue à voir aujourd'hui, c'est la certitude qu'un média qui se veut de référence ou qui a cette ambition en tout cas doit pouvoir proposer à n'importe quel moment les éléments les plus importants de l'actualité, les proposer sur ces différentes plateformes. Bien sûr, ça implique des moyens puisqu'il faut une présence 24 heures sur 24, il faut une organisation aussi qui permette de le faire. On a pu constater que c'est juste, puisque dans les grands moments d'actualité, le trafic, l'audience, les lecteurs, les internautes viennent, puisqu'il y a un besoin important d'information. Et donc, le temps, ça c'était la première chose, on aimerait que le premier réflexe du matin soit celui d'aller sur son mobile, de regarder la notification, la newsletter et de démarrer sur letemps.ch, sur l'application mobile bien sûr. Et donc ça, c'était un des éléments forts, un des axes du travail qu'on a entrepris, qui s'accompagne bien sûr de tout le reste, puisque l'actualité, on sait aussi que ce qu'on appelle dans notre jargon le T1, le temps 1, le premier temps, cette actualité la plus brute, elle est partout, elle est en général gratuite. Donc très vite, il faut venir avec d'autres éléments, de la valeur ajoutée, de l'analyse, du décryptage, des compléments, d'autres angles, etc. Et donc, on développe bien sûr tout un travail de complémentarité entre cette première vitesse et les autres.
Donc, dans ce qu'on appelle le temps 2, c'est-à-dire justement dans la suite de cette actualité chaude. Et puis, d'autres vitesses, l'enquête, les contenus marquants, on a appelé ça les contenus marquants. C'est des éléments qui seront effectivement soit de l'ordre du scoop ou disons de la révélation, petite ou grande. Il y a aussi beaucoup d'informations qui ont beaucoup de sens et qui ne sont pas forcément des énormes enquêtes. Ouais. Et de l'opinion, des points de vue, des éléments qui vont vraiment marquer une différence, qui vont permettre aux lecteurs, disons, de trouver une valeur dans ce titre qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Donc, on a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et bien sûr, les vitesses encore plus lentes, qui sont celles du week-end, du développement en profondeur ou du magazine, puisqu'on a aussi le week-end 20 fois par année. T, qui est le magazine du temps et qui vient avec une vitesse qui encore plus lente. Encore plus tranquille et agréable. Prendre le temps. Sur la qualité de lecture et esthétique. Mais c'est vraiment important d'avoir ce temps 1 pour capter l'audience ou qu'elle reste captive. Parce que tu l'as dit, elle se trouve partout. Ces news, c'est non pas du bâtonnage, mais c'est juste de la hot news, une notification. C'est indispensable pour exister. C'est indispensable, précisément parce que on doit être l'endroit dans lequel on trouve tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du principe que les internautes vont utiliser d'autres médias pour avoir cette première information, que ce soit le média du service public ou des médias gratuits, et puis venir ensuite, dans un deuxième temps, sur le temps. Ça n'est pas possible de faire ce pari. T'as un vrai risque qu'il reste au final chez les autres, etc. Tout à fait. Vous devez être exhaustif. Vous avez devoir d'être alors, l'exhaustivité, non. Ça, je pense que on n'arrive pas avec la taille de la rédaction. Donc, on fait des choix. Et c'est aussi, disons, la hiérarchie et le choix initial qu'on propose. C'est-à-dire qu'on va publier des informations qu'on estime importantes pour le public de lecteurs ou d'abonnés, d'internautes du temps. Mais par contre, c'est indispensable de pouvoir le faire sur cette première vitesse et on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ça implique d'être polyvalent, d'avoir une très grande culture générale, d'être rapide, bien sûr, mais de rester qualitatif. Donc, honnêtement, c'est difficile, c'est très exigeant de travailler dans cette vitesse-là. Et donc, c'était un important chantier. Et je crois que, on a eu différentes situations qui nous ont permis de voir que c'était juste. Par exemple, évidemment, l'actualité, l'Ukraine. L'Ukraine, qui était très, très marquante de ce point de vue-là et qui a montré à quel point il y avait un besoin d'informations, et notamment à travers des formats qui sont un peu devenus des standards, mais des fils, les traitements directs d'actualité, qui sont d'ailleurs gratuits et qui permettent aussi d'être visibles auprès d'audiences qui ne connaissent pas forcément initialement le temps. Faire un peu de notoriété, et puis avec ce devoir quand même quelque part d'informer sur des sujets majeurs. Oui. Donc il y a ce côté en fait un peu double bénéfice quelque part. Vous communiquez, enfin vous donnez de l'information importante gratuitement parce qu'il y a un peu ce devoir, et en même temps ça vous permet aussi de faire de la notoriété, de faire connaître et de faire venir les gens. Et d'ailleurs ce fil info, j'ai vu que vous en aviez lancé un dédié à l'intelligence artificielle. Alors évidemment c'est un sujet un peu chaud parce que il va changer notre société, tout simplement. C'est quelque chose qu'on traite pas mal sur Mediarama et j'en suis assez convaincu. Je trouvais ça plutôt original de le faire par ce fil de news live. Tu peux nous dire d'où ça vient, comment vous en êtes venu à faire ça? Absolument, c'est parti d'une discussion en rédaction et on a vraiment d'ailleurs échangé à ce propos, à savoir est-ce que c'est le bon format en fait, ce fil en direct. Et finalement, on s'est dit que oui, puisqu'on est en train d'assister à ces développements en direct qui sont majeurs, qui vont bouleverser nos vies, qui ont commencé déjà, mais on sait, on a bien compris qu'on est qu'au début de ces révolutions. Et donc, on a décidé un peu de manière volontariste, aussi symbolique, de lancer ce fil, de le faire par contre avec un traitement qui est plus calme qu'un fil. On n'est pas en train de parler d'un match de foot, d'un développement qui serait sur 24 heures. Donc, on sait qu'on
s'inscrit dans la durée et on s'est organisé aussi pour le faire. On a la chance d'avoir plusieurs journalistes qui suivent de près cette actualité, dont Anoush Setiaga, qui est un grand expert sur cette thématique, ainsi que le cyber, la tech. Et donc, lui, s'est emparé de ça. Et il intègre des contenus et des contributions de différentes personnes de la rédaction et aussi des experts. On a une série d'experts qui contribuent régulièrement et qui apportent aussi vraiment un regard, on va dire, plus pointu, extérieur à notre monde et des contributions qui donnent de la valeur importante, je pense, à ce fil. Profondeur. Voilà. Et ça permet aussi l'avantage aussi d'un fil, c'est qu'on peut le remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, ah, je vais aller regarder ce qui s'est passé depuis 3 jours. Et puis, on retrouve très facilement comme ça toutes les accroches, toutes les entrées qui vont concerner cette dernière période ou bien une période un peu plus longue. Donc, il y a aussi je pense, cette utilité dans ce format de pouvoir se connecter. De garder la trace un petit peu et de pouvoir se faire des rattrapages. Ouais. C'est vrai que je trouvais ça original. C'est pas mal ce qu'on a l'habitude de ce format-là, effectivement, sur des lives, des choses très, très hot news, etc. Et je trouvais ça assez original. Et ça pourrait demain être porté sur d'autres thématiques ou à l'inverse, l'intelligence artificielle pourrait devenir une rubrique à part entière. Vous attendez de voir comment ça évolue? On va effectivement potentiellement développer en partant de ce fil peut-être d'autres choses, certainement de l'interaction avec les lecteurs. On peut imaginer en partant de là développer soit des live chats ou bien des rencontres avec les lecteurs ou pourquoi pas une newsletter. On peut imaginer vraiment tout un monde autour de cette base qui est ce traitement informatif initialement écrit. Ouais. Voilà. Et donc, on peut ajouter, en partant de là, toutes les autres dimensions qui sont aujourd'hui importantes dans notre monde médiatique. Exactement. Et alors, c'est marrant, tu parles un peu justement de lecteurs qui pourraient chatter. Vous avez fait le choix délibéré de supprimer la plateforme de blog, que je ne vais pas dire qui était emblématique, mais autant, mais qui était importante. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression quand même, on en parle aussi régulièrement, que c'est important d'écouter les gens, de leur permettre de contribuer, etc. Et que ça évite l'effet, tu sais, il y a un peu de défiance dans les médias, et donc le truc très top-down, on vous donne une information, etc. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là et par quoi vous allez le remplacer ? Ouais. Alors, c'était une discussion assez longue et une décision difficile à prendre parce qu'on avait bien sûr la compréhension et on avait l'anticipation aussi que ça poserait voilà, des problèmes à certains de ces blogueurs qui ont beaucoup contribué, qui ont partagé pour certains depuis des années sur cette plateforme et de manière qualitative, pour un certain nombre. Donc voilà, on a vraiment réfléchi longuement à la chose. Donc, un des aspects vraiment importants dans cette plateforme de blog, c'est la question de la responsabilité. Donc un éditeur, même s'il ne maîtrise pas en fait et ne modère pas initialement ses blogs, puisque chaque blogueur était absolument libre de ses contributions et avait la responsabilité de la modération des commentaires, en réalité la responsabilité reste chez l'éditeur. Donc ça, c'est un point important qu'on oublie parfois. Vous avez eu des problèmes dessus ou vous avez... Oui, il est arrivé qu'on se retrouve avec des commentaires assez extrêmes. Voilà, je dirais pas dans le détail, mais des menaces, des choses problématiques, parce que certains des blogueurs, voilà, avaient des propos qui pouvaient déranger. Et c'est, je dirais, en soi, on cherche cette diversité. On cherche la prise de parole de personnes qui sont en désaccord. Par contre, on voit bien à quel point c'est difficile lorsqu'il n'y a pas de modération, lorsqu'on peut avoir des commentaires de manière anonyme complètement. Et donc, ouais, on a décidé d'arrêter cette plateforme et de rapatrier un certain nombre de ces chroniques sur le temps, d'une part, et puis justement de développer plutôt les contributions sur nos propres plateformes et de les imaginer aussi sous d'autres formes en parallèle, puisqu'on sait
aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur auquel on va faire face probablement encore plus avec l'intelligence artificielle, c'est cette difficulté qu'on a de discuter en fait et de le faire dans un cadre respectueux, serein, sans insultes. Voilà, on voit à quel point les réseaux sociaux n'ont pas permis de faire ça. En fait, il y avait un grand rêve, un bel idéal autour des réseaux sociaux. Beau. Honnêtement, c'est pas tout à fait ça quand même. Non, pour dire les choses, voilà, ça a été la propagation de fake news, polarisation des opinions, et ça n'est plus de problèmes que de solutions. En tout cas, les choses. Voilà, en tout cas, c'est difficile d'échanger de manière et d'avoir courtoise. Un débat d'idées constructif sur les réseaux. Et là, on était peut-être dans un format un peu entre deux, puisque c'est pas un réseau, c'était une plateforme de blog, mais quand même, dans des conditions comparables. Donc, on aimerait vraiment reprendre la main sur, disons, la gestion de cette discussion et la rendre possible, puisqu'on est convaincu que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir être en désaccord. Et en fait, c'est devenu encore plus compliqué qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Et donc, c'est essentiel que les médias prennent cette place et travaillent autour de ça à créer des conditions pour que vraiment des opinions opposées puissent être émises, débattues pour que chacun ait ensuite la liberté de se faire sa propre opinion. Oui, la matière pour se faire son... Ouais. Et donc, ça passe par quoi? C'est quoi vos idées dessus? Tu parlais peut-être de live chat, ça peut être des rencontres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ouais. Alors, effectivement, son audience. Déjà, à partir du moment où on se voit, ça change... Alors, déjà, disons, la suppression de l'anonymat, c'est déjà une première chose qui, je pense, améliore beaucoup la qualité de la discussion. Et puis effectivement, après, la parole, les événements, on a aussi toute une série, et c'est un développement important aussi pour le temps, toute une série d'événements dans lesquels on rencontre les gens, on permet cette discussion. Et donc, parfois, des choses assez classiques sont intéressantes aussi pour permettre ce débat d'idées qui est essentiel aujourd'hui dans notre monde fait de faits alternatifs en tout genre. C'est clair. Et la rédaction, tu sens qu'ils ont envie de rencontrer le lecteur, de débattre. Alors, je dis pas non plus à la Dick Correspondent en Hollande où ils peuvent participer aux conférences de rédaction ou proposer des sujets, quoique. Est-ce que tu sens qu'il y a une envie un peu de partager? En fait, oui. On a eu cette magnifique expérience des 25 ans du temps, qui était en mars. Et à cette occasion, nous avons organisé les portes ouvertes, qui étaient des portes ouvertes ici, physiquement, dans la rédaction. Des vraies portes ouvertes. Des vraies portes ouvertes. Assez simple, en fait. On a simplement invité les lecteurs à s'inscrire et à venir voir nos métiers. Donc, on avait organisé différents... poste dans la rédaction et voilà, on se disait c'est peut-être un peu basique, mais en fait pas du tout. Donc les lecteurs qui sont venus étaient absolument charmants, passionnés, intéressés, curieux, on posait beaucoup de questions et les journalistes et toutes les autres personnes aussi de l'entreprise parce que en effet et beaucoup d'autres collaborateurs sont venus pour participer à ces journées et les gens qui ont participé ont eu un très très grand plaisir et donc cette interaction qui donne du sens aussi à ce qu'on fait parce que tout d'un coup on se rend compte que voilà, on entend les histoires de ces lecteurs qui nous racontent comment ils lisent le journal papier par exemple, leur relation au temps qui est très émotionnelle, qui est très affective, qui est d'ailleurs on le voit parce qu'on a des lecteurs très exigeants qui se fâchent quand il y a des fautes, quand on utilise des anglicismes, quand voilà, on reçoit toutes sortes de courriers en tout genre et là ils étaient là et ils étaient vraiment voilà, très pour nous c'est très important aussi dans l'échange de pouvoir comprendre ce qui intéresse les gens, ce qui les motive, voilà, ce qu'ils aiment. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer là-dessus. Ouais. De faire ça régulièrement, moi je trouve ça hyper bien. Déjà, je pense que tu l'as dit, les gens sont curieux de voir comment ça marche vraiment un journal et on parlait de la confiance dans les médias qui s'érode. Alors c'est pour la France, les études qu'on a, mais je pense que c'est partout pareil, dans le monde. Ouais. Je pense que c'est un super moyen d'ouvrir les portes. Ouais. Venez voir comment on fabrique un journal, un média, venez discuter. Puis quels sont les sujets qui vous préoccupent, qui vous intéressent. Ouais. Je pense que tu as un vrai terrain, et beaucoup de questions sur effectivement la manière de travailler, comment est-ce que vous vérifiez l'information,
d'information? Est-ce que vous recevez des ordres du gouvernement? Est-ce que voilà, on a eu toute cette discussion autour du Covid. Il y avait aussi une espèce de suspicion comme ça face aux médias, que les médias étaient sous influence. Donc ça, c'est aussi des sujets qui sont revenus. Est-ce que vous lisez les livres dont vous parlez? Enfin, des choses. Non, mais c'est. Et puis voilà, puis la découverte aussi des autres formats qu'on a développés et que tous les lecteurs ne connaissent pas. Par exemple, justement la vidéo, les podcasts. Et on les a aussi fait participer. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo lecteur qui était vraiment très très sympa. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Ouais. On parlera justement des nouveaux formats un peu après de ce que vous faites. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu du positionnement parce que évidemment, donc là, la Suisse romande, c'est 2 millions de personnes sur un pays qui en compte bientôt 9. C'est ça, sujet très important, je l'ai compris ici en Suisse. Et j'essaye de voir par rapport à la France où se posent, tu sais, les questions maintenant avec Internet. T'es un média, t'es Ouest France, tu traites de tous les sujets, tu peux être un gros média. Et donc, le positionnement entre du local, du national, ou ce qu'on appelle les nattes locales, ce néologisme un peu, comment est-ce que vous faites ces arbitrages? Comment tu considères le temps, toi? Alors, c'est la question quotidienne qu'on se pose à 9h et avant, souvent. Voilà, exactement. Effectivement, elle est au cœur de la mission, puisque on a cette volonté de couvrir l'international, donc d'aller vraiment sur les thématiques les plus importantes qui vont nous toucher, qui vont concerner les personnes qui habitent dans cette région. Donc voilà, on va aller sur des terrains qui sont occupés évidemment par tous les grands médias et le traiter depuis ici avec les journalistes spécialisés sur ces domaines. Et en même temps, évidemment, on doit être ancré. On est ancré dans une région. On s'adresse à des gens qui vivent ici. Et c'est là que, forcément, on traite aussi de sujets qui sont parfois locaux, mais qui doivent aussi avoir une résonance, au moins au niveau de la Suisse romande, donc ce bassin de 2 millions d'habitants, qui lui-même est constitué de différents cantons. Les cantons, voilà, avec des spécificités. Et puis avec des médias aussi régionaux qui sont là. Que chaque canton a son journal, ou historiquement à peu près, un journal, voilà, etc. Exactement, donc qui font un très bon travail, qui sont là depuis longtemps, mais évidemment qui ont un positionnement très fort sur la région. Voilà. Donc nous, on est en effet entre deux. On doit être ancré, on doit voir assez loin, et donc on essaye de couvrir toujours ce qui a du sens pour des lecteurs romans, donc de cette région, en sachant que ces personnes ont bien sûr un intérêt qui dépasse la Suisse, et donc en ayant un horizon assez ouvert. Ouais. La Suisse romande étant aussi, il faut dire, un pays, un bout du pays, un morceau de pays très international. On a beaucoup de communautés étrangères, on a une forte communauté internationale à travers les organisations internationales à Genève. Oui, qui ont beaucoup de sièges sociaux ici voilà, à Genève. Et puis les multinationales et tout. Donc il y a aussi, je dirais, par la nature aussi de l'histoire de ce pays, un intérêt important pour l'information internationale, voilà. Ouais. Donc ça aide un peu à arbitrer, mais vous refusez tous les jours des news où tu te dis non mais ça c'est trop local, ça intéresse pas, ou c'est pas pour nous, c'est pas pour le temps. Voilà. Ça doit des arbitrages tous les jours. Absolument, et donc forcément on y est conduit par les ressources. Notamment, oui, ce serait le rêve de pouvoir traiter de tout mettre, etc. C'est évidemment pas le cas. Si on parle un petit peu des audiences, alors évidemment sur le print, c'est pas un cliché, c'est la réalité. Tous les médias on a des audiences print qui sont un peu plus âgées, un peu plus jeunes sur le numérique, et on voudrait toujours rajeunir les audiences parce que c'est les clients de demain, c'est les clients d'après-demain, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement rajeunir vos audiences, aller chercher, alors tu parlais de quelques fils d'infos qui étaient gratuits notamment, je sais pas si c'est ça qui permet d'aller chercher des jeunes. Vous avez mis en place des choses pour justement spécifiquement aller chercher des audiences plus jeunes? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que comme les autres médias, on se pose tous cette question et qu'elle est essentielle. Qui va s'abonner demain? Exactement. Voilà. Donc plusieurs choses. D'abord, il faut dire que historiquement, le Temps a été un média qui a innové. Donc on a profité aussi de ces lancements qui
qui étaient pour certains précédents, antérieurs à notre venue. Par exemple, le podcast. Donc, le temps était tout à fait avant-gardiste dans le podcast avec Brise Glace, qui est un podcast qui s'adresse à des gens qui vont parler de sujets intimes, qui vont parler de sujets tabous, qu'on n'aborderait pas forcément face caméra. Et donc, c'est une très, très belle émission qui a été créée par 2 journalistes de la rédaction et qui a vraiment connu un grand succès, qui a d'ailleurs été nominé dans le premier prix des Swiss Awards Podcast Award. C'est voilà. bon, ça. Donc, belle reconnaissance. Le seul, d'ailleurs, roman, puisque les autres étaient alémaniques. Et donc, ça, c'est quelque chose qui avait été développé depuis longtemps. La vidéo aussi, le temps a fait beaucoup de choses en vidéo, notamment sur des formats, évidemment, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, du décryptage, des formats qui fonctionnent très bien et qui sont pas d'ailleurs uniquement pour les jeunes. Je pense qu'il y a toute une catégorie de personnes plus âgées qui a aussi potentiellement du plaisir à voir ces sujets très complexes décryptés et qui sont sur Facebook, voilà, avec et du qui motion sont sur design d'autres réseaux, ou d'autres choses, voilà. Ouais. Et puis on a fait depuis 2 ans, on a fait 1 ou 2 autres tentatives intéressantes, notamment un cahier spécial autour de l'Ukraine qu'on a conçu spécifiquement pour des adolescents ou disons des jeunes adultes. C'était un cahier spécial dont on a aussi mis tous les contenus sur le web, mais qu'on a volontairement imprimé et écrit dans un style très pédagogique. Et c'était vraiment génial de voir les grandes plumes de la rédaction, puisque nous en avons un certain nombre, faire cet effort d'écrire le plus simplement possible sur des sujets extrêmement complexes pour expliquer le début de cette guerre. On l'a fait assez rapidement, en fait, après le début de la guerre. Et on a diffusé ça dans des écoles, donc au niveau gymnase, collège-gymnase, c'est-à-dire juste avant le bac. D'accord, je connaissais pas. Et on a eu des retours et des échanges très, très intéressants avec certains professeurs. Donc, on a aussi travaillé pour préparer ces contenus avec 2 profs d'histoire. D'accord. Pour donner un peu de contexte vérifier qu'on soit dans on est sur des le sujets bon sensibles, langage. Et puis, donc voilà, on avait des retours de ces profs et notamment j'ai un souvenir génial de cette photo que j'ai reçue de quelqu'un qui avait distribué le journal dans la classe, et en fait ils s'étaient mis tous comme ça avec un journal papier. Bon, certains nous disaient qu'ils avaient l'impression que c'était la première fois qu'ils ouvraient un journal de ces dimensions. Pas, écoute, il faut bien une première fois. Et donc très sympa. Donc on a fait ça. On a aussi fait une autre expérience qui était intéressante et qui a suscité beaucoup de réactions de nos lecteurs sur la COP. Et donc là, on a organisé assez spontanément aussi un groupe de jeunes qui étaient intéressés par la matière, en leur donnant les clés de la rédaction en chef, en leur disant, OK, vous mettez dans notre peau et vous venez et vous faites les choix, vous nous aidez à faire les choix éditoriaux, donc quel sujet, pourquoi, etc. Voir. Et puis on a fait ces traitements ensuite avec chaque fois. Donc le traitement était fait par la rédaction, donc vraiment le journaliste prenait le mandat et faisait le travail. Et puis on avait la petite explication de la personne qui avait demandé ce sujet en disant voici pourquoi j'estimais que ce sujet était important. Voilà. Et on a été jusqu'au bout puisqu'on a aussi utilisé du langage épicène complet avec un langage en utilisant notamment le point médian. Ouais. Et ça a amené beaucoup de réactions de lecteurs, certains qui n'ont absolument pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi il y avait un point. Donc de l'irritation, comment est-ce qu'on se retrouvait avec autant de sujets, disons, un militant en faveur du climat, etc. Donc un débat intéressant aussi avec les lecteurs. Ouais, donc peut-être qu'on n'avait pas été assez clair sur la manière dont on avait initié ça, sur les raisons, sur le groupe de gens, parce qu'évidemment, c'était un groupe qui était peut-être pas forcément représentatif non plus de toute la jeunesse. Bref, toujours est-il que c'était un débat intéressant. C'est aussi une des initiatives que je peux mentionner. Donc, on peut imaginer pas mal de choses. Et la rédaction est assez libre de proposer des formats ou d'investir des nouveaux réseaux. C'est un peu libre et expérimental. Comment ça se passe, ça? Alors, je peux être un journaliste et te dire, tiens, demain, je veux aller faire ça sur TikTok.
On l'encourage en tout cas. Évidemment qu'après, on a toutes sortes de contraintes et puis comment dire, on garde la responsabilité ensuite d'une rédaction en chef qui fait les choix. Mais non, c'est clair qu'on l'encourage et pas mal de ces initiatives émergent comme ça, en fait, partent d'une discussion en rédaction, que ce soit le fil. Et ces deux exemples-là sont en fait venus de la rédaction, sauf erreur. Je ne sais même plus exactement qui a eu l'idée, mais voilà, ça vient souvent assez spontanément. Ouais, ça c'est pas mal. Je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais des portes ouvertes et moi je te parlais un peu sur l'acquisition des audiences. Vous avez aussi fait des portes ouvertes sur le site. Oui, tout à fait. Porte ouverte numérique. On a beaucoup aimé cette idée et elle a été très intéressante puisqu'elle nous a permis d'abord de rappeler que c'est un média maintenant qui est sur toutes sortes de plateformes et donc forcément, on peut aussi avoir des portes ouvertes numériques, pas uniquement physiques. Et puis, ça a amené beaucoup d'intérêt. Ça nous a permis certainement de nous faire connaître auprès de publics qui ne venaient pas forcément, puisqu'on a un mur payant sur tout. Le paywall, le fameux. Un abonnement, mais effectivement, donc il y a des gens qui ne voient pas la profondeur ou toute la richesse du contenu. Exactement. Et la chance supplémentaire qu'on a eue, c'est que pendant ce oui, si on veut, mais en tout cas en termes d'actualité, oui, c'est qu'on s'est retrouvés c'était le week-end de la déconfiture, de la chute de cette banque Crédit Suisse qui était évidemment, UBS. Un moment très choquant, marquant, important pour la Suisse. C'était vraiment une banque historique. Même en France, on en a beaucoup parlé. Ouais, okay. Ça a été quand même un très gros sujet. Voilà, gros sujet. Du coup, donc les gens se sont rués sur le site pour voir. On a eu cette actualité très forte qui a été très bien couverte par notre rubrique économique et par des journalistes spécialisés qui connaissent cette banque et qui la suivent depuis très longtemps. Et du coup, ça a permis aussi de montrer un petit peu ce qu'on peut proposer dans une situation de ce type-là qui se déroulait en fait même sous les yeux des lecteurs qui étaient là pour les portes ouvertes physiques et qui voyaient certaines discussions dans des petites salles puisqu'on était en train de préparer la journée du dimanche, le lendemain. Ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Ouais, tout à fait. Et puis qu'on avait on leur montrait les différents outils de mesure d'audience, de publication et tout. Donc voilà, on pouvait vraiment expliquer ça en direct. Il y avait beaucoup d'intérêt aussi pour voir c'est vraiment cette actualité, le pouls de l'actualité, puisqu'on peut vraiment la mesurer et la montrer. Ouais. Et la rédaction, d'ailleurs, justement, sur ces dashboards, sur la performance d'articles, ils sont curieux, ils sont demandeurs d'en savoir plus, de voir si ça transforme bien. Vous faites ces portes ouvertes, par exemple, ils en pensent quoi ? Alors, sur les portes ouvertes... du site, là, je parle. Ouais, alors tout à fait. Toujours curieux de savoir comment on va aller chercher de nouveaux abonnés, comment est-ce qu'on promeut leur contenu. Ouais. Donc, on a aussi fait un effort spécifique sur la promotion des contenus avec une nouvelle collègue qui vraiment travaille spécifiquement là-dessus, sur le référencement et puis sur la visibilité de tout ce qu'on fait. Et ça nous fait beaucoup de bien. Ça a vraiment un impact, c'est sûr. Et donc, les journalistes, oui, ils sont très preneurs de ces informations statistiques. Je crois que certaines personnes vont vraiment suivre très, très près leurs propres statistiques et tant mieux, je veux dire, c'est important. Et on sait à quel point un titre est important, à quel point certains mots peuvent changer la donne. Voilà. Et ensuite, comment est-ce qu'on va le pousser sur les réseaux, à quel moment on peut le publier, la notification, les mails et tout. Non, je crois que là, il y a quand même... Ils sont bien sensibilisés à ça, de savoir quand le publier, ou est-ce que c'est une autre équipe qui gère ça? Alors ça, c'est une équipe spécifique qui travaille sur le desk d'actualité, qui va gérer ça, et on essaye et qui travaille vraiment sur ces questions d'horaire. On sait que ça a un impact. Il y a des moments où on va très bien, les moments évidemment de consultation pour certains sujets. On peut être attentif à ça. On sait que il y a des jours aussi, des moments dans la journée. Donc
oui, et puis en même temps, eh bien, on est aussi complètement dépendant de cette actualité et aussi du rythme de travail des journalistes pour que le travail puisse être fait de manière qualitative. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. C'est essentiel d'avoir le temps de pouvoir, disons, traiter des sujets en profondeur, de pouvoir travailler dans une vitesse un peu plus lente que celle de cette actualité chaude. Ouais, c'est clair que ça, c'est important. Sur les portes ouvertes dont tu parlais tout à l'heure, je reviens juste une seconde dessus parce que en préparant l'épisode, tu me disais que vous alliez peut-être en faire de manière thématique. Et je trouvais ça assez intéressant. Et dans l'idée sur Mediarama, c'est aussi de voir un peu des bonnes pratiques, des idées, des choses un peu sympas. Je trouvais ça un peu original parce que en France, beaucoup de portes ouvertes ont été faites, par exemple, au moment du Covid, parce que il fallait, tu vois, laisser un peu d'informations et il y avait un peu ce devoir d'ouvrir les paywalls et les effets bénéfiques ont été effectivement du trafic, de l'audience, la conversion, etc. Vous voudriez un peu le systématiser, mais sur des thématiques un peu précises, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va tester, on va voir ce que ça donne. C'est une idée qui est venue de nos collègues, je crois, du côté commercial, hein, et on est ravis de ça. C'était de dire, mais si on le faisait autour justement de sujets pour recréer un petit peu ce qu'on a vécu avec ces portes ouvertes. Donc on va avoir probablement une partie physique, c'est-à-dire qu'on va quand même imaginer aussi avoir ici quelques lecteurs, ceux qui souhaitent venir, écouter, participer au briefing. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait chaque mois. Donc, on ouvre les portes aussi. Et le briefing, c'est la conférence de rédaction. Ouais, exactement, c'est la conférence de rédaction matinale. Donc ça, on le fait déjà, mais on peut imaginer avoir ces discussions, puisqu'on voyait aussi l'intérêt des lecteurs de parler de manière tranquille, voilà, avec les journalistes pour comprendre comment le journaliste va travailler, justement, comment il va chercher l'information, la valider, etc. Et à côté de ça, mais ouvrir sur un domaine, sur une rubrique, tous les articles historiques. Donc là, on va commencer avec un sujet qu'on est en train de préparer qui va être autour de la mondialisation. On a décidé d'aller à Rotterdam, donc plusieurs journalistes vont partir dans ce port pour raconter et montrer la mondialisation. On a estimé que c'était un lieu qui pouvait l'incarner. Emblématique. Voilà, emblématique, Carrefour. avec exactement avec ces immenses containers. On a eu ces images très marquantes lorsque il y a eu des blocages. Donc c'est ces immenses cargos bloqués et tout ce que ça induit en termes de livraison, de logistique et de complexité. On l'a vu aussi pendant le Covid. Ouais. À quel point on est dépendant aujourd'hui de ces flux, de ces voies. Voilà. Et donc, montrer cette mondialisation sous toutes ses facettes. Il y a la question de l'emploi, des gens qui travaillent, évidemment, dans ces ports qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont essentiels. Les questions de trafic de drogue, enfin bon. Ouais. Et donc, on va publier toute une série d'articles et ouvrir pendant plusieurs jours les contenus de cette rubrique économique autour de cette mondialisation. Donc, de cette opération spéciale autour de Rotterdam. Donc, on verra, on va le faire là pour ce domaine. Et puis, on a d'autres idées pour la suite autour de la culture. On a aussi fait, d'ailleurs, il est en ligne et il est gratuit déjà, mais ça n'est qu'un des éléments qu'on pourra mettre en avant cet été. On a fait tout un travail sur les festivals. Ouais. Donc, il y a une offre immense de festivals magnifiques en Suisse romande. Peut-être la plus grande densité de festivals du monde. Ouais, c'est possible. Ouais. Et donc, il y a eu un travail de la rédaction de choisir parmi ces festivals ceux qu'on recommande, y compris des tout petits festivals intimistes, mais à découvrir. Voilà. Et donc, on fera certainement une opération de ce type-là en ouvrant aussi tous les contenus de la rubrique culture qui est très riche, beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine justement, disons, des festivals de la musique, du livre. On a une rubrique livre extrêmement importante, ou d'autres, et séries, cinéma, expositions, voilà. Donc on fera ça plein aussi. Plein de champs à explorer. Exactement. Pour voir pour amener tous les auditeurs et internautes français à découvrir cette actualité. La richesse du temps, exactement. Vous avez, on en
parlait également avec Tibère, cette société sœur ou filiale plutôt de ID News. Est-ce que tu gères, est-ce que tu travailles avec, est-ce qu'il y a tu vois des synergies en fait entre ID News et Le Temps? Comment est-ce que toi tu gères ça au quotidien? Ou est-ce que c'est assez loin peut-être de ce que tu fais? Alors ils sont là, donc on est tous dans la même salle de rédaction déjà, donc on se croise tout le temps. Et ID News est vraiment sur des rythmes complémentaires au temps. Et d'une part parce que c'est un média qui est sur une approche beaucoup plus verticale, hein, donc qui traite la science, qui traite de sujets qui justement renoncent à couvrir l'ensemble de l'actualité. Ouais. Et puis à ce rythme des explorations qui est vraiment qui lui est très cher, qui est très propre à ID News et qui est très marquant. Donc des explorations qui sont vraiment un travail d'enquête en profondeur sur un sujet et publié ensuite sous forme d'épisodes et parfois sous forme de revues aussi imprimées. Donc un certain nombre sont imprimés et diffusés, donc c'est pas uniquement du numérique. Et donc, on travaille effectivement en complémentarité. C'est arrivé qu'on publie dans le week-end, par exemple, quelques épisodes d'exploration. Il est arrivé aussi qu'une journaliste, en l'occurrence Mathilde Farine, qui a travaillé sur Crédit Suisse, a publié une exploration pour ID News. Voilà. Ah ouais, donc voilà, il y a des synergies. On a des synergies, et puis certaines enquêtes aussi. D'ailleurs, ça me permet de mentionner celle-ci parce qu'elle a été primée aussi. Une très belle enquête, très très marquante, réalisée par 2 journalistes qui étaient dans les 2 rédactions, donc Sophie Gage et puis Sylvia Revello, ID News et Le Temps. On travaillait ensemble sur un sujet important ici à Genève qui a concerné un foyer pour enfants autistes, dans lequel ont été mis à jour vraiment des pratiques graves de dysfonctionnement, de maltraitance, voilà, et donc cette enquête commune a été nominée là aussi pour le Swiss Press Award, qui est vraiment un prix important en Suisse. Et c'était un travail fait ensemble, à la demande d'ailleurs des 2 journalistes. Donc voilà, on était ravis de ça. Il y a des belles histoires en tout cas entre les 2 médias. On arrive au bout de cet épisode. Si on se projette un petit peu dans le futur, est-ce que tu as des projets d'avenir pour la rédaction? C'est quoi les prochains grands projets? On a parlé quand même de certains déjà, hein, mais je sais pas. Oui. Alors plein de projets, mais j'attends aussi les idées de la rédaction, puisqu'on est plutôt dans cette démarche-là en ce moment. Donc, je sais qu'il y a des idées, des envies, donc je n'irai pas beaucoup plus loin, disons, à ce stade. Mais voilà, on va certainement travailler sur... donc, il y a quelques axes importants. Les opinions, ça c'est clairement un des... Donc, cette diversité de débat, ça c'est un des sujets forts qui sera marquant pour nous. L'intelligence artificielle aussi. L'interaction avec les lecteurs, ça reste aussi un objectif important. Et puis, certainement, les événements et d'autres formats autour de la data. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de data. On a aussi un très bon journaliste qui fait de la data et qui est très apprécié aussi. Voilà, donc tous ces nouveaux formats, on va les explorer pour poursuivre ce travail et aller chercher d'autres audiences. Exactement, vous n'allez pas vous ennuyer, a priori. Madeleine, la dernière question qui est un peu le gimmick de l'épisode de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager qui peut être dans les médias ou pas? C'est vraiment très libre. Alors, un truc cool, on va faire cet été donc une série. On a comme la plupart des médias, je pense, des séries d'été pour être sûr d'avoir de la belle matière pour nos lecteurs pendant ces temps un peu plus calmes en principe. Et donc, la série d'été phare, on l'a appelée Duel de bouche. Et donc, nous allons comparer des produits locaux suisses et des recettes en les mettant en compétition. La guerre des recettes. Exactement. Donc, par exemple, du vin blanc valaisan vaudois, ou bien une recette de fondue fribourgeoise ou
Je ne sais pas d'ailleurs d'où sera, d'où sera la deuxième, en tout cas des différentes recettes de fondue. Ça risque de bien marcher. Voilà, donc je le mentionne parce que ça va être sympa. La food, c'est quand même une verticale qui marche bien. Voilà. Il y a quand même en plus une belle gastronomie, une belle histoire. Et puis les gens, ils sont attachés. Donc ça, c'est des petites idées. On vous invite à venir la tester goûter. Et lire déjà. Donc ça s'appelle Duel de bouche cet été. Ouais. On suivra ça. Pour ma part, c'est aussi en rapport avec les médias, les vidéos. Donc j'ai vu une initiative de Canal+ qui sort en fait sur sa plateforme des sous-titrage pour les dyslexiques. Ça s'appelle Distitle et ils jouent sur des fontes qui permettent, en fait, il y a des études qui ont été faites qui permettent aux dyslexiques de mieux lire certains caractères en mettant du gras, en changeant les espaces, etc. Et donc, en termes d'accessibilité, c'est des petits détails qui changent, mais voilà, qui peuvent changer la vie. Et comme on le sait, les gens Distitle et les gens regardent de plus en plus de vidéos avec les sous-titres. Parce que dans les transports, parce que la VOST, je trouvais ça plutôt malin et je saluais cette initiative. Excellent, j'ai regardé ça. Merci pour cette idée. Merci surtout à toi, Madeleine, pour ton temps. Merci de la visite. Plaisir, je t'en prie. Voilà, donc petite plongée dans la rédaction du Temps avec Madeleine von Holzen. C'était un plaisir et je te dis à bientôt. À bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.